Pourquoi ce n'est pas forcément pertinent de copier Warren Buffett? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va séparer la vidéo en 3 parties. La première partie, on verra comment est-ce qu'il investit au travers de sa société qui est Berkshire Hathaway, donc son conglomérat. Ensuite, on verra sa réelle performance derrière, qui est pas forcément celle de sa société, et on verra justement quelques subtilités par rapport à ça. Et ensuite, on verra les problèmes qu'il rencontre aujourd'hui et pourquoi c'est pas forcément justement pertinent d'investir dans sa société, en tout cas pour surperformer le marché, parce qu'on va voir que Warren Buffett ne surperforme plus le marché depuis déjà plusieurs années et que ça devient de plus en plus compliqué justement de surperformer. Donc on va commencer maintenant. Donc il faut savoir que sa société, Berkshire Hathaway, donc c'est un conglomérat. Et en fait un conglomérat, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est en gros, c'est voilà, c'est un ensemble d'entreprises qui vont en fait travailler dans plusieurs divers secteurs. Alors il y a plusieurs types de conglomérats. En l'occurrence là, c'est un conglomérat diversifié, donc on va avoir plusieurs types de secteurs. On va notamment avoir le secteur des assurances, le secteur des chemins de fer, secteur financier, etc., etc. Et il faut savoir qu'à la base, Berkshire Hathaway, c'était en fait une société de textile que Warren Buffett en fait racheté en 1965. Il a commencé au début des années 60 à racheter petit à petit des actions, et c'est en 65 qu'il a pris la direction du groupe. Et en fait, avec les flux de trésorerie de la société, il a en fait commencé à racheter des compagnies d'assurance. Et ça a été très justement, très révélateur dans sa stratégie, qui lui a permis justement ces fameuses compagnies d'assurance, on va le voir, de dégager, énormément d'argent sur le long terme, justement en réinvestissant ce qu'on appelle le flottant. Donc on va voir ce que c'est que ça. Donc en gros, voilà, grâce à ces sociétés d'assurance, il a pu réinvestir le flottant de ces entreprises en bourse pour se créer un capital avec de l'argent qui ne lui appartenait pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important à comprendre, c'est qu'en fait, Warren Buffett profitait du levier. Il faisait du levier via le flottant. Alors le flottant, qu'est-ce que c'est? C'est en fait les primes, ça représente les primes que les compagnies d'assurance collectent des assurés, qu'elles détiennent jusqu'à ce qu'elles aient besoin justement de rembourser les sinistres. Et en fait, donc là j'ai fait un petit schéma justement par rapport à ça, où donc globalement là on va voir que voilà, donc typiquement le client qui va verser une prime d'assurance à donc l'entreprise, donc à l'assurance, et en fait l'entreprise elle va pas directement rembourser elle va pas directement utiliser cet argent là pour rembourser les sinistres. Elle va stocker cet argent, et une fois qu'il y aura eu un sinistre, des indemnités pardon à payer, c'est là que l'argent va être déversé. Mais en attendant, c'est du cash qui dort, et ce cash là c'est ce qu'on appelle le flottant. Et le flottant, en fait, Warren Buffett, lui, il a investi une partie de ce flottant-là en bourse. Sauf que ça, c'est pas de l'argent qui lui appartient, c'est pas de la trésorerie, c'est pas considéré comme de la trésorerie excédentaire, c'est juste du cash, entre guillemets, qui est dans le passif, entre guillemets, du bilan, parce que c'est quelque chose c'est du cash qui dort tant qu'il n'est pas reversé, entre guillemets, sous forme d'indemnité aux clients. Donc en fait, c'est ça qui est important à comprendre, c'est que ça, c'est en fait un effet de levier que va profiter les compagnies dont vont profiter les compagnies d'assurance de Warren Buffett. Et au début, il a commencé à acheter ses premières compagnies d'assurance, je crois que c'était en 1967, et ensuite il a commencé à en racheter plusieurs, et donc plus il en rachetait, plus il pouvait avoir de flottant, et plus il pouvait justement réinvestir ce flottant et profiter de cet effet de levier pour pouvoir investir en bourse et donc démultiplier en fait son rendement global de ces différentes sociétés. Et ça justement, je l'ai mis ici. Donc même si le flottant des compagnies d'assurance n'est pas comptabilisé, alors c'est plutôt reconnu dans les états financiers de l'entreprise, il a constitué un actif extraordinaire pour Berkshire. Et ça, ce qu'avait dit Warren Buffett, je crois que c'était dans sa lettre aux actionnaires de 2022, il avait dit qu'en fait, on met pas en avant souvent le flottant. Le flottant, c'est pas ce qui est mis en avant, alors que pourtant, dans les états financiers, alors que pourtant c'est quelque chose qui est extrêmement, qui a été vraiment révélateur de sa performance de plus de 20% par an. Il faut savoir que Warren Buffett, via justement Berkshire Hathaway, il a fait plus de 19,8% par an de performance depuis 1965. Donc c'est quand même énorme. Et en fait, c'est pas le flottant, c'est pas la première chose qu'on va mettre en avant, alors que pourtant c'est ce qui a permis de dégager cette performance-là grâce justement à cet effet de levier que a pu obtenir ces différentes sociétés, et donc lui pour ses différents investissements en bourse. Et on voit justement que depuis 1967, donc lorsqu'ils ont racheté leur première compagnie d'assurance, ils avaient 21 millions de dollars de flottant, et en 2022 c'était plus de 164 milliards de dollars. Donc là on voit vraiment la démultiplication, l'effet exponentiel derrière, et je crois qu'en 2023 on est à 168 milliards, ce qui est vraiment énorme, et ce qui, on voit très clairement que ça a constitué un actif qui a été réellement, extrêmement important pour l'entreprise, justement grâce à ses investissements en bourse, parce qu'il réinvestissait donc le flottant, ce cash qui dormait dans des entreprises cotées en bourse. Et donc en gros, voilà, je l'ai mis juste en dessous, ça lui permettait d'avoir un effet de levier sans payer d'intérêt,
et donc de profiter en fait d'un surplus de rentabilité sans réel coût derrière. Alors il devait quand même y avoir un minimum de gestion parce qu'ils ne pouvaient pas réinvestir tout le cash qu'ils collectaient des primes d'assurance parce qu'il y avait certains sinistres qu'il fallait rembourser. Donc ça quand même, ça demande une certaine gestion de risque et de cash qui est quand même supplémentaire. Mais derrière, par contre, sur le long terme, ça peut vraiment créer cette exponentialité. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que qui dit effet de levier dit certes rentabilité plus élevée, mais dit aussi risque plus élevé. On rajoute un risque qui est finalement ce risque-là. Si par exemple on a des clients ou même des sinistres qui doivent être remboursés, donc des indemnités qui doivent être payées, et qu'on n'a pas le cash pour rembourser, derrière il y a un risque de liquidité qui s'ajoute à ça, donc qui est dû à l'effet de levier. Mais d'un autre côté, il est quand même très limité. Quand on voit la gestion du cash de Warren Buffett au sein de Berkshire Hathaway, ils ont quand même une énorme montagne de cash souvent, ce qui leur permet largement de subvenir à tous leurs coûts, on va dire, par rapport aux sinistres, etc. Donc la gestion de liquidité est quand même assez bien faite, ce qui fait qu'il y a vraiment, le risque est très réduit par rapport à ça, et ce qui permet justement de rajouter cette rentabilité très intéressante sur le long terme. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'en ce moment, on est en train de restructurer notre programme d'accompagnement avec Joe, donc l'académie, on est en train de tout restructurer. Donc on va prendre quelques créneaux. Donc si vous voulez investir, si vous voulez commencer à investir en bourse, que vous ne savez pas vraiment par où commencer, n'hésitez pas à réserver un appel justement. On pourra voir ensemble votre stratégie, votre portefeuille, on pourra faire un audit de votre portefeuille, etc. Donc je prendrai personnellement quelques appels, donc n'hésitez pas, tout ça c'est en description, et puis nous on passe à la suite. Donc j'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une newsletter dans laquelle je vous envoie à peu près un mail toutes les semaines où je vous partage vraiment full valeur, beaucoup de valeur sur la bourse, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Donc c'est sur cette page, vous me donnez juste votre mail et moi je vous envoie à peu près un mail par semaine. Et puis voilà, donc vous êtes déjà plus de 300 quasiment à l'avoir inscrit, donc j'en avais fait aussi un peu la promotion sur mon LinkedIn en quelques semaines, donc vraiment merci beaucoup. Et puis nous on passe à la suite. Et donc maintenant on va voir quelle est la vraie performance de Warren Buffett, parce que c'est bien d'avoir de l'effet de levier, mais derrière, sans l'effet de levier, combien est-ce qu'il fait réellement? Et c'est pour ça que faut vraiment distinguer la performance de sa société de la performance de ses investissements en bourse, et c'est pour ça que c'est vraiment pas la même chose. Donc faut comprendre que grâce à ce flottant, Warren Buffett pouvait maintenir un levier allant jusque 1,7 fois, je le cache, 1,7 fois ses capitaux propres, ce qui est vraiment énorme. Donc ça variait entre une fois et 1,7 fois, parce que forcément le flottant il varie, et donc c'est, vous imaginez que vous avez un effet de levier de 1,7 fois vos fonds propres, c'est vraiment énorme, ça vous permet de faire 1,7 fois le rendement que vous faites actuellement. Donc par exemple, si vous placez cette somme en bourse à un rendement de marché, vous obtenez une performance de 1,7 fois votre croissance des capitaux propres au total. Donc c'est vraiment très fort. Et typiquement, si on prend un exemple, donc là, imaginons qu'en 2024, vous ayez une entreprise qui est 100 000 euros de capitaux propres que vous faites travailler à 10% par an, donc les capitaux propres qui passent à 110 000 l'année prochaine, donc en 2025, et qu'à côté de ça, vous ayez donc en 2024 50 000 euros de flottant que vous faites travailler à 10% par an. Là, vous allez gagner donc 5 000 euros sur vos 50 000, ce qui fait que votre flottant à la fin, il fait 55 000, mais du coup, vous avez gagné 10 000 plus 5 000, donc 15 000 euros sur 100 000 de fonds propres. Donc, vous avez eu certes 10% de rentabilité sur la totalité de vos investissements, mais vous avez eu 15% de rentabilité par rapport à vos fonds propres. Et c'est ça en fait l'importance de l'effet de levier, c'est que derrière, le flottant, c'est pas de l'argent qui nous appartient directement, mais on peut le faire travailler, et donc c'est considéré comme de l'effet de levier. Et donc là, en l'occurrence, on a eu 15% de rentabilité sur les 100 000 euros qui finalement sont nos réels, on va dire, fonds propres de l'entreprise. Et donc quand on regarde la vraie performance de Warren Buffett, elle n'est pas donc de 19,8% par an depuis 1965, mais elle est de 13,2% par an. Alors bon, c'est pas forcément exact ce chiffre, parce que forcément l'effet de levier il peut varier. Donc si on estime que l'effet de levier est aux alentours de 1,6, 1,7 fois, on est sur un rendement qui passe de 19,8% par an à 13,2% par an. Donc ça c'est la rentabilité réelle de ces investissements. Mais après, grâce à l'effet de levier, sa société elle a pu progresser justement à un cours de 19,8% par an. Et donc c'est pour ça, en fait, elle vient vraiment de l'effet de levier, c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, il faut savoir aussi que sa performance, elle vient d'une stratégie particulière. Elle vient de ce qu'on appelle la stratégie de Deep Value Investing, de small et mid cap, et lui principalement il faisait ça aux US, donc aux États-Unis. Donc qu'est-ce que c'est que le deep value investing de small cap? En gros, ça va être du value investing, ça va être le fait d'investir dans des sociétés qui sont sous-évaluées par le marché, et en gros donc dans des small et mid cap, donc dans des petites et moyennes capitalisations boursières, parce que c'est celles qui ont forcément le plus, étant donné que ce sont des petites et moyennes sociétés, elles ont beaucoup plus
on va dire, de marge de progression par rapport à des grosses sociétés qui pèsent plusieurs milliards, plusieurs centaines, voire trillions de dollars. Et donc, faut savoir que c'est grâce à ça que Warren Buffett pouvait faire des rendements vraiment qui étaient extraordinaires. Là, en gros, j'ai mis une photo de son, alors ça c'est issu du rapport annuel, et en fait on voit que depuis 1965, en fait il répertorie toutes ses performances de 1965 jusqu'à maintenant, et en fait on voit que de 1965 jusqu'à 1989, on voit que vraiment il y avait des rendements qui étaient juste incroyables. On voit par exemple qu'en 1976, il a eu un delta, donc en gros un alpha, une différence de la performance de sa société avec le S&P 500 de plus 105%. Donc ça veut dire que en 1976, il a fait plus 105% par rapport au marché. Donc je vous laisse imaginer à quel point c'est fou. Et en fait, pareil, en 79, 84%, 77, plus 54%. Alors on voit qu'il y avait aussi des années où vraiment il faisait beaucoup moins, hein. Typiquement, il a connu deux années où il a fait quasiment moins 50% par rapport au marché. Donc c'est vraiment énorme, mais voilà, donc il y a beaucoup plus de volatilité, mais derrière c'est là où en fait c'est grâce à ça où il a pu réaliser des performances énormes. Et en fait lui-même il le dit que en fait sa performance, les meilleures performances, je crois qu'il avait dit ça lors d'une assemblée générale où je me rappelle plus très bien, mais qu'en gros les meilleures performances qu'il a eues c'était durant les années 50. Et en fait on voit très bien que voilà. Bon là on n'a pas l'historique depuis les années 50 parce que globalement lui il a commencé à racheter donc la compagnie en 65. Mais en fait, on voit très bien qu'entre les années 60 et les années 80, même 90 jusqu'à 89, on voit que c'était des performances qui étaient beaucoup plus élevées qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait pas du tout ce genre de performance parce que justement, on va voir justement ses contraintes derrière, mais il a, on va dire, des contraintes qui font qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus gros, la société est beaucoup plus grosse, ce qui fait que ça devient beaucoup plus difficile pour lui de faire des rendements qui font vraiment extraordinaires et de faire sa stratégie surtout qui est donc le deep value investing de small et mid cap, parce qu'aujourd'hui, il a trop d'argent en fait et on va le voir ça justement juste après. Et donc là, on a son portefeuille actuel, donc au 30 juin 2024. Donc il faut savoir qu'il a encore vendu des actions Apple là pour 25% ces derniers mois. Donc globalement, on doit réduire encore la pondération de Apple. Mais voilà, donc on est vraiment sur un portefeuille qui est concentré. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Si vous voulez surperformer le marché en bourse, si vous faites du stock picking, vous voulez surperformer le marché en bourse, il faut être concentré. Il faut vraiment avoir un petit lot d'entreprises qui va représenter une grosse partie de votre portefeuille. Là, on voit que bon, c'est quand même assez exagéré. Il a de grosses convictions. Et on voit que quasiment 2%, deux entreprises représentent 50% de son portefeuille. Donc, en l'occurrence, Apple et Bank of America. Et on voit que quasiment, voilà, si on prend Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola et Chevron, on est donc 5 entreprises qui représentent plus de 75% de son portefeuille. Donc on voit que c'est ça qui lui permet aujourd'hui d'avoir encore des performances qui sont extraordinaires. C'est le fait d'être concentré sur une petite partie d'entreprise et vraiment d'avoir des convictions dessus. Et on voit que les performances derrière, elles suivent. On est sur une performance qui est proche de celle du marché. Et donc voilà, donc on voit paradoxalement en fait, quand on voit par exemple les performances qu'il avait entre les années 50, les années 60 et les années, comme on l'a vu, ces performances, elles étaient plus proches de 30% par an, donc les performances de Berkshire Hathaway, sa société, de 30 à 35% par an, alors qu'aujourd'hui, ça devient beaucoup plus difficile et on se rapproche plus d'une performance de marché, donc aux alentours de 10% par an. Et ça, justement, on va le voir juste après, par rapport les contraintes qu'il a et qui font que il arrive plus finalement à surperformer le marché, du moins que ça devient beaucoup plus difficile. Voilà, donc je me mets dessus justement les problèmes qu'il rencontre aujourd'hui avec sa société. Donc en gros, il avait fait une annonce déjà durant son assemblée générale 2024 où il avait dit qu'en gros notre objectif est d'obtenir le plus de performances possible en prenant le moins de risques possible. Donc en soi là c'est complètement logique, c'est le boulot de n'importe quel investisseur. Mais on voit qu'aujourd'hui en fait le principal problème, on va y venir, ça va être la liquidité qui est due au fait que en fait ils sont trop gros aujourd'hui. Berkshire Hathaway est vraiment trop gros, c'est 1 trillion de dollars, donc 1000 milliards de dollars de capitalisation. Et en fait aujourd'hui ils ont quasiment 300 milliards de liquidité aujourd'hui, donc là actuellement en novembre 2024, et en fait donc ça représente quand même 30% de la capitalisation totale de Berkshire. Alors faut savoir que c'est pas 300 milliards de liquidités qui sont en cash, c'est plutôt des investissements qui sont faits dans des bons du trésor américain qui rémunèrent aux alentours de 5% par an. Donc on n'est pas investi sur quelque chose qui est à zéro, on est vraiment, c'est pas du cash pur, c'est vraiment du cash qui travaille dans des obligations d'État américaines. Et en fait, donc voilà, donc ça représente quand même énormément de liquidités. Et aujourd'hui,
Il faut savoir que donc ça, c'est pour plusieurs raisons, notamment déjà parce qu'ils sont beaucoup trop gros, mais aussi parce que les valorisations américaines aujourd'hui sont extrêmement élevées. Et aujourd'hui, la seule opportunité qu'il estime valoir le coup sont donc en fait les bons du trésor américain qui rémunèrent à 5% par an parce qu'il estime qu'en fait c'est 5% sans risque. En fait, c'est 5% sans risque et voilà, donc c'est 5% qui sont gratuits. Et aujourd'hui, il estime que les valorisations américaines sont beaucoup trop élevées pour qu'on va dire qu'il y ait un rendement qui soit intéressant. Et donc voilà, donc ça c'est très important à comprendre et c'est aussi dû au fait que justement on est sur une boîte qui pèse 1000 milliards de dollars et quand on pèse 1000 milliards de dollars et qu'on a plus de 300 milliards à investir, enfin, là pour le coup il y a 300 milliards de liquidités, mais je crois qu'il y a à peu près 200 milliards aussi d'investissement ou peut-être 150 milliards d'investissements donc en bourse qui sont vraiment placés. Donc c'est quand même voilà plus de 400 milliards qui sont à placer et pour le coup ça représente quand même une liquidité, un capital qui est juste énorme. Et il faut trouver les entreprises derrière qui peuvent, on va dire, accepter ce capital-là. Parce qu'en fait, quand on a 400 milliards et qu'on veut, par exemple, avoir un portefeuille concentré, donc en l'occurrence 5 actions, comme on l'a vu tout à l'heure, 5 actions qui représentent 75% de son portefeuille, si on veut avoir un portefeuille concentré, ça va être compliqué de trouver des entreprises qui sont à juste prix en ce moment et qui sont aussi assez grosses pour pouvoir investir dessus. Parce qu'aujourd'hui, si Warren Buffett veut investir 10% de son capital, 10% de son capital, c'est quand même 30 ou 40 milliards, quoi. Et 30 ou 40 milliards, si on prend une société qui pèse 100 milliards, ça prend il prend 30 à 40% de la boîte, donc c'est pas possible. Il peut pas directement prendre 30 à 40% de la boîte, c'est vraiment pas possible en fait. Donc c'est donc ça qui est vraiment qu'il faut comprendre et que du coup ça devient de plus en plus compliqué pour lui. Donc voilà, je l'ai mis juste ici. Concentrer son portefeuille devient de plus en plus compliqué et en fait donc ça c'est un peu le graphique donc de Robert Axtrom qu'il avait donc là ça a été issu du livre, je crois que c'est le portefeuille de Warren Buffett. En gros, plus nous avons d'actions, plus notre performance se rapproche de celle du marché et donc construire un portefeuille qui possède plus d'une vingtaine ou d'une trentaine d'actions revient, on va dire, à se tirer une balle dans le pied parce que l'objectif justement l'objectif de faire du stock picking, c'est quand même de battre le marché. Et quand vous avez plus d'une vingtaine, d'une trentaine d'actions, vous allez concentrer, votre rendement, il va directement se rapprocher de celui du marché de manière générale. Et là, en fait, on le voit avec ce graphique, c'est la distribution des rendements. Et on voit qu'en fait, pour un portefeuille, donc là en gros c'est le nombre de portefeuilles et c'est le rendement moyen, donc là d'un rendement de 5% jusqu'à plus de 27%. On voit que là un portefeuille qui contient 250, alors je sais pas si vous voyez bien, de 250 actions, on voit que le rendement il est vraiment entre 15, enfin tout le rendement il est entre 15,5 et 16,5% par an. Alors ça paraît énorme, mais il faut savoir que là l'étude elle a été faite sur alors, plus graphique. Elle a été faite de 1900 ici, mais je crois que c'est de 1979 à 1996. Donc c'était vraiment une période où il y a eu une explosion du marché. Mais il faut savoir que c'était le rendement à peu près du marché actuel. Enfin, on voit que le S&P 500, à peu près, il avait fait cette performance-là entre 16 et 17% par an. Et on voit en fait que un portefeuille en moyenne de 250 actions, il visait à peu près ce rendement-là, ce rendement de marché. Alors que par exemple, quand on a un portefeuille de 15 actions, juste ici, donc là, voilà, juste ici, on voit que les rendements, ils sont beaucoup plus distribués. Vous voyez qu'ils sont pas concentrés au milieu à être entre 17 et 16% par an. On voit vraiment que c'est plus éparpillé et qu'on a des rendements qui peuvent aller jusque 20, 23, 24% par an en fonction des portefeuilles. Donc voilà. Donc je pense que je ferai peut-être une vidéo sur vraiment cette étude-là parce qu'elle est quand même assez complexe. Mais en tout cas, c'est vraiment une étude qui montre que globalement, plus vous avez, soit c'est logique, plus vous avez d'actions en portefeuille, plus vous allez vous rapprocher statistiquement d'une performance de marché et moins vous avez d'actions en portefeuille, plus vous avez à la fois de chances de battre le marché, mais plus vous avez aussi à la fois de chances de complètement vous faire démonter par le marché. Donc c'est pour ça que voilà, la distribution des rendements elle est complètement différente, elle est plus éparpillée. Et donc voilà. Et donc pour en revenir justement à Warren Buffett, il est contraint lui d'acheter des sociétés qui pèsent au moins plusieurs centaines de milliards de dollars de capitalisation boursière pour pouvoir au moins y placer une partie de son capital. Comme on l'a vu, s'il place ne serait-ce que 10% ou 5% de son capital, ça représente plusieurs dizaines de milliards. Donc il est obligé d'acheter des sociétés qui sont cotées à plusieurs centaines de milliards. Et aujourd'hui, des sociétés qui sont cotées à plusieurs centaines de milliards de dollars et qui sont à des bons prix, il n'y en a pas tant que ça en fait, surtout aux US. S'ils se limitent aux US, il n'y en a pas tant que ça parce que les valorisations justement, elles explosent aujourd'hui. Le S&P 500 on est aux alentours de 30 fois les bénéfices, ce qui est vraiment très élevé. On est vraiment sur une valorisation qui est quand même assez élevée et ce qui fait que
Aujourd'hui, déjà, il peut plus faire de deep value investing comme il le faisait avant, parce qu'il a trop d'argent sur des small caps. Et aujourd'hui, donc la plupart des grosses sociétés qui sont cotées aux US, qui pèsent plus de 100 milliards de dollars, on est pour la plupart sur des sociétés qui sont survalorisées, surévaluées, ce qui réduit fortement le champ des possibilités. Et en plus de ça, comme Warren Buffett, il se limite à vraiment des business qu'il va comprendre, qu'il va vraiment étudier, etc., etc., il va pas prendre n'importe quel business. Donc voilà, donc c'est quand même, ça réduit fortement le champ des possibles. Et c'est pour ça que, en tout cas selon moi, la probabilité qu'il batte le marché ces prochaines années, ça va vraiment être très compliqué. En fait, il doit miser sur une seule chose, ça va être l'effet de levier. En fait, il doit vraiment miser sur l'effet de levier et aussi sa gestion du cash, le fait que par exemple là, actuellement, si on se prend une correction, si le S&P 500 fait moins 15 ou moins 20% parce qu'on est sur une valorisation qui est extrêmement élevée, derrière lui, étant donné qu'il a beaucoup de cash, lui, il va pratiquement pas connaître cette baisse en fait parce qu'il a beaucoup de cash et il est très peu investi finalement sur les marchés. Donc là pour le coup ça pourrait faire qu'il pourrait surperformer. C'est vraiment miser on va dire sur les périodes de baisse. Donc voilà, donc c'est un peu comme c'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc voilà, donc pour conclure, en gros, selon moi, il ne faut pas copier Warren Buffett parce que on a vu que du coup sa performance de 20% par an ces 50, 60 dernières années est due justement au fait qu'il a un effet de levier que vous n'avez pas en fait parce que vous n'avez pas de société d'assurance comme lui là, etc. Vous n'avez pas de flottant. Donc globalement, voilà, donc ça sert à rien de copier Warren Buffett parce que lui, la performance de ses investissements ne va pas être la performance de sa société. Et la performance de la société que vous achetez quand vous achetez Berkshire comme une action, en fait, vous allez avoir la performance de la société, vous n'allez pas avoir la performance des actions. Donc voilà, donc ça c'est très important à comprendre. Et aussi du fait que, étant donné qu'aujourd'hui, voilà, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus difficile pour lui de surperformer, il doit vraiment miser sur l'effet de levier. Donc ça devient vraiment de plus en plus compliqué en tant qu'on va dire qu'on a plusieurs centaines de milliards à investir. D'ailleurs, il avait donné, je crois, une conférence dans les années 2000 où il avait dit que s'il avait 1 million de dollars à investir, il était quasiment sûr de faire 50% par an. Vous imaginez 50% par an, parce qu'en fait, il a l'avantage, avec 1 million de dollars, on n'a pas les contraintes qu'on a quand on a plus de 100 milliards de dollars à investir. Et donc voilà, donc là, et c'est ce qui est intéressant justement, c'est que vous, en tant que particulier, vous pouvez faire du deep value investing, vous pouvez faire du value investing et avoir ce genre de performance. Alors je dis pas que vous allez faire 20% par an, mais vous pouvez aller chercher 2, 3, 4% de plus que le marché. Tout ça justement en sélectionnant des bonnes entreprises qui sont sous-évaluées par le marché, qui plus est, qui sont des small cap et mid cap parce qu'elles ont des performances sur le long terme qui sont, quand vous les choisissez bien, supérieures à la moyenne des entreprises et au large cap de manière générale. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par le deep value investing, par le value investing, n'hésitez pas justement à prendre un appel en description et puis nous on se dit à la prochaine.